Bonjour à tous, je suis Francis Duperron et je vous accueille dans cette série de capsules de formation consacrées à la compréhension et à la préservation de nos écosystèmes aquatiques. La capsule précédente nous a introduit aux écosystèmes des lacs. Dans cette capsule, nous allons aborder l'écosystème d'une rivière puisque les rivières et les lacs sont intimement liés. Cette capsule se divise en deux parties. Dans un premier temps, nous obtiendrons une compréhension de la nature des rivières qui nous permettra ensuite de discuter des grandes problématiques des rivières du Québec. Restez avec nous pour une exploration approfondie des écosystèmes des rivières. Dans la capsule de formation précédente, le concept d'écosystème a été expliqué et l'écosystème particulier d'un lac décrit en détail. Tout comme un écosystème lacustre, un écosystème de rivière est un ensemble complexe d'organismes vivants et de facteurs abiotiques qui interagissent au sein d'un cours d'eau. Les rivières et les lacs, l'un ne va pas sans l'autre. Les lacs agissent comme des régulateurs de débit, contribuant à atténuer les crues et les étiages des rivières. Les rivières apportent de l'eau, des nutriments et des sédiments aux lacs, influençant ainsi leur composition chimique et biologique. La géomorphologie, c'est la science qui va étudier la forme puis l'évolution du relief. Quand on parle d'évolution, donc on parle des changements qui vont avoir lieu dans le temps au niveau du relief. Et maintenant, si on amène ça aux rivières, donc la géomorphologie fluviale, c'est donc la science qui étudie la forme et l'évolution des rivières. Et les rivières, contrairement au milieu terrestre, sont très dynamiques. Donc, il y a toujours du mouvement dans une rivière. L'eau coule perpétuellement. Et on a donc des changements qui peuvent se faire dans la rivière et de façon, souvent, peuvent être très rapides, contrairement au milieu terrestre. Par exemple, une rivière peut être à un niveau très bas en plein été et en quelques heures, le niveau peut monter, suite à des pluies ou autres. Et la rivière peut changer de lit, peut avoir un gros phénomène d'érosion, de sédimentation. Donc, on peut se ramasser quelques heures plus tard avec une rivière complètement différente. Et les dynamiques de la rivière vont créer aussi d'autres éléments qui sont moins dynamiques, qu'on va appeler des bras morts ou des espaces de liberté. Donc, ça peut être un lit de rivière qui est plus utilisé par la rivière. La rivière a changé son lit d'endroit. Donc, on peut avoir un bras où l'autre va devenir stagnant. Donc, on n'aura plus cette dynamique-là. Et encore, ça peut être des espaces de liberté. Donc, des fois, ça peut être des milieux humides qui sont laissés derrière les rivières. Et la rivière n'y passera pas, sauf, par exemple, en période de crue. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça l'espace de liberté. C'est que la rivière peut retourner à ces endroits-là, dépendamment de son débit. On peut donc faire un lien entre l'espace de liberté et le lit majeur d'une rivière. En résumé, le lit mineur est la partie normalement occupée par l'écoulement de la rivière, tandis que le lit majeur est la zone qui devient inondée lorsque la rivière déborde en raison de pluies abondantes, de la fonte des neiges ou autres facteurs provoquant une augmentation significative du débit d'eau. Les deux zones jouent un rôle essentiel dans l'écosystème des rivières et dans la régulation des inondations. Une rivière naturelle pourrait donc être qualifiée de fougueuse. Son dynamisme et ses autres caractéristiques géomorphiques se traduisent par la présence de courbes et de trajectoires sinueuses qu'on appelle méandres, de déplacements horizontaux dans le territoire, de zones inondables et de milieux humides. Par sa force de débit, une rivière naturelle cause de l'érosion, un processus naturel et important lorsqu'il n'est pas de trop grande envergure. Toutefois, la liberté et l'imprévisibilité d'une rivière naturelle n'est pas optimale pour la construction de routes et de bâtiments. Ainsi, les humains ont commencé à contrôler la rivière afin de la rendre plus droite, plus prévisible, domptée et sous l'emprise de l'urbanisation. Dans les écosystèmes aquatiques, la chaîne trophique est essentielle pour la circulation de l'énergie et des nutriments. Les poissons, en tant que maillons supérieurs, régulent les populations d'invertébrés et servent de source de nourriture pour les prédateurs, transmettant ainsi l'énergie le long de la chaîne. Les invertébrés, maillons intermédiaires, sont des proies pour les poissons et participent à la décomposition des déchets, enrichissant l'écosystème. Les plantes aquatiques à la base de la chaîne fournissent de la nourriture aux herbivores et améliorent l'oxygénation de l'eau. Les oiseaux en fin de chaîne dépendent de ces interactions pour leur nourriture et contribuent à la pollinisation, bouclant ainsi la chaîne trophique des écosystèmes fluviaux. Dans le monde microscopique des rivières se trouvent également des acteurs invisibles à l'œil nu qui peuvent avoir un grand impact sur les rivières. Les bactéries en sont un exemple, puisqu'elles sont essentielles à la décomposition des matières organiques, contribuant ainsi à la purification de l'eau. Les algues et les microalgues font de la photosynthèse, captent le CO2, créent de grandes quantités de produits métaboliques diversifiés et fournissent de la nourriture aux organismes herbivores.
Les protozoaires se nourrissent de bactéries et d'algues, participant ainsi à la régulation des populations d'organismes. Ces acteurs microscopiques jouent un rôle crucial dans la santé de l'écosystème de rivière en décomposant la matière organique, en recyclant les nutriments et en maintenant l'équilibre écologique. Dans le monde microscopique des rivières, on retrouve également les contaminants d'intérêt émergents tels que les produits pharmaceutiques, les produits chimiques industriels qui peuvent affecter la santé de l'écosystème. Les activités humaines telles que l'agriculture, l'urbanisation et les rejets industriels peuvent entraîner une augmentation de la contamination microbienne et chimique des rivières et avoir des conséquences sur la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème, ainsi que sur la santé publique. La bactérie E. coli est utilisée comme indicateur biologique car sa présence indique la contamination fécale, ce qui peut signaler un risque pour la santé. Cependant, ce n'est pas le seul paramètre à prendre en compte lorsqu'on parle de qualité d'eau. Un exemple qu'on a au Québec qui me tient bien à cœur, c'est la rivière Saint-Charles. Donc, dans la zone urbaine, les 4 premiers kilomètres dans les années 70 ont été complètement bétonnés. Donc, on a créé un canal en béton et c'était très peu apprécié de la population. Puis, dans le milieu des années 2000, l'administration en place a décidé de restaurer la rivière Saint-Charles. On a retiré l'ensemble des murs de béton. On a remplacé ça par des berges qui sont maintenant naturelles et aménagées. Donc, on a pris une rivière qui était qualifiée de dépotoir à ciel ouvert, puis on en a fait littéralement un joyau régional. On ne se cachera pas que faire de la restauration, c'est très dispendieux, c'est très complexe, c'est très énergivore. C'est un peu pour ça, d'ailleurs, que c'est pas mal mieux d'essayer de préserver nos rivières quand elles sont encore dans un bon état que plus tard d'avoir à réparer les pots cassés. La contamination de l'eau a des impacts dévastateurs sur la qualité de l'eau, rendant certaines rivières impropres à la consommation, à la baignade et à la pêche. Elle peut également avoir des effets graves sur la faune aquatique, provoquant des perturbations dans les chaînes alimentaires et des pertes d'espèces. De plus, la contamination peut mener à une diminution de l'oxygène dissous dans l'eau, ce qui nuit à la vie aquatique. Contrairement aux lacs où l'eau est relativement stagnante, les rivières ont un débit plus rapide, ce qui signifie que la contamination a tendance à se déplacer plus rapidement. Les substances sont transportées en aval. Les écosystèmes aquatiques situés en aval sont donc plus vulnérables à la pollution que celles en amont. Il est donc essentiel de reconnaître l'interconnexion des rivières et de prendre des mesures pour réduire la pollution à la source. Cela inclut des pratiques agricoles durables, le traitement des eaux usées, la réduction des déchets plastiques et chimiques et la préservation des zones riveraines. L'altération des habitats fluviaux est un autre problème majeur pour les rivières du Québec. Le défrichement, la construction en bordure de rivière, l'absence de bandes riveraines et l'artificialisation des cours d'eau, comme la rectification, l'enrochement et le confinement, ont des conséquences graves sur la faune et la flore. Ces activités dégradent la qualité de l'eau, les habitats naturels et réduisent la biodiversité des rivières. Les espèces envahissantes sont un défi croissant pour les écosystèmes aquatiques du Québec. Parmi les exemples d'espèces invasives, on retrouve la carpe asiatique, la moule zébrée et le myriophylle à épis. Ce sont des organismes indigènes et non indigènes, donc ceux qu'on appelle exotiques, sont introduits dans un écosystème et ont la capacité de s'y implanter et de se propager rapidement. Ces espèces peuvent perturber les écosystèmes aquatiques en compétitionnant avec les espèces indigènes pour les ressources, en modifiant les habitats et en perturbant les chaînes alimentaires. Le myriophylle à épis, par exemple, peut former des tapis denses à la surface de l'eau, ce qui entrave la circulation de l'oxygène et affecte la croissance des plantes aquatiques indigènes. Les espèces envahissantes peuvent également avoir un impact sur les activités humaines, telles que la pêche et la navigation. Ces espèces peuvent perturber les écosystèmes en évinçant les espèces natives et en altérant les conditions du milieu. Les changements climatiques font également pression sur nos rivières québécoises. Les changements climatiques apportent une hausse des températures, des sécheresses plus fréquentes et des périodes d'étiage plus longues, ainsi que des événements météorologiques extrêmes. Ces changements ont des conséquences sur les rivières, compromettant la régularité du débit, la qualité de l'eau, la disponibilité et la biodiversité des écosystèmes aquatiques. Il est donc essentiel de prendre en compte les effets des changements climatiques dans la gestion des rivières et de mettre en œuvre des mesures d'adaptation pour atténuer les impacts négatifs sur nos écosystèmes fluviaux.
Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration approfondie des écosystèmes de rivières. La préservation de nos ressources aquatiques est une responsabilité partagée. En tant que citoyens, nous avons le pouvoir d'adopter des pratiques durables au quotidien, que ce soit en réduisant notre empreinte écologique, en participant à des programmes de préservation ou en soutenant des initiatives locales. Chaque geste compte. Ensemble, nous pouvons assurer la durabilité des rivières du Québec. Pour approfondir vos connaissances, consultez les ressources recommandées dans la description de cette vidéo. Merci encore de nous avoir rejoints dans cette aventure formative. Restez engagés, continuez à apprendre et prenons soin de notre précieux environnement.